Salut, alors aujourd'hui je fais une vidéo qui n'était pas prévue à l'origine, hein, et qui est suite à une vidéo que j'ai vue par hasard, que YouTube m'a proposé, quand il propose des trucs comme ça. Un épisode qui vient de la chaîne Incroyable Expérience. C'est un épisode qui s'appelle Tout sur les amplificateurs, qui évidemment, bon, comme le fond de ma chaîne, c'est quand même un peu l'audio. Je me suis dit, bon, c'est intéressant de regarder, voir un peu ce que cette chaîne, qui est plutôt généraliste, peut dire sur le sujet. Et j'avoue, j'ai pas été déçu, mais disons que je suis un peu tombé sur le cul parce qu'il y a énormément d'erreurs, d'approximations et de choses assez incroyables qui fait que il faut quand même que je rectifie certaines choses parce que vraiment il y a quand même des trucs qui vont pas, quoi. C'est d'autant plus incroyable que c'est quand même tenu par deux jeunes qui sont en école d'ingénieur et ces erreurs-là sont vraiment pas du niveau d'école d'ingénieur, hein. C'est vraiment des concepts de base qui, moi, je suis très étonné, ne sont absolument pas maîtrisés à ce niveau-là. Donc, en fait, on va regarder un peu cet épisode-là. Alors, si ça avait été un épisode à partir de gens, d'un petit canal avec deux abonnés, machin, bon, ouais, on s'en fout, hein, je vais pas me faire chier avec ça. Mais c'est que c'est quand même un gros canal. 265 000 abonnés. Moi, avec mes petits 16 000, je suis rien à côté de ça. Chaque épisode est vu entre bon, allez, 122 000 et des fois jusqu'à 880 000 vues, quoi. C'est quand même, ça ratisse assez large. Il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets-là et puis qui ont des informations, mais qui, pour moi, les induisent en erreur sur plein d'aspects. Donc, je pense qu'il fallait quand même un petit peu regarder ce qui se dit et rectifier certaines choses. Donc, on va regarder l'épisode, hein. Bon, je passerai certains moments parce que on va pas se faire les 18 minutes complètes, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont justes, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je suis conscient que, et je suis relativement indulgent là-dessus, c'est que lorsqu'on vulgarise, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire correctement. Donc, il est difficile de ne pas dénaturer la complexité d'une chose lorsqu'on veut vulgariser. Donc, évidemment, on fait des raccourcis, on fait des choses comme ça. Ça, je suis indulgent là-dessus et il faut en être conscient, évidemment. Mais là, il y a quand même, ça va au-delà de ça. En plus, si ça avait été une vidéo de 2 minutes avec 3 proutes dedans, bon, je ne me serais pas emmerdé avec ça. Mais c'est quand même une vidéo qui fait quasi 20 minutes. Donc, il y a du contenu dedans. Il y a le but quand même de donner de l'info. Donc, hein, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, je vais passer toute la vidéo. Certaines parties, je vais les accélérer et tout ça pour passer, hein, etc. Mais on va regarder un petit peu les points clés et rectifier un petit peu les choses. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler des amplificateurs audio. Comme vous le savez, un ampli sert à augmenter la puissance d'un signal pour alimenter par exemple un haut-parleur qui produit du son. Alors là, bon, oui, bon, là je vais chipoter un peu, mais un ampli, c'est beaucoup plus général que ça. C'est pas forcément un ampli de puissance pour des haut-parleurs. Un ampli, c'est quelque chose qui augmente une grandeur. C'est pas forcément la puissance. Et en général, un ampli, ça n'augmente pas la puissance. En général, un ampli n'est pas un convertisseur tension-puissance. D'ailleurs, un convertisseur tension-puissance pose un problème parce que la puissance étant le produit de deux grandeurs, quelles sont les deux grandeurs? Il y a une infinité de solutions pour une puissance donnée. Donc en général, non, un amplificateur ne sert pas à faire une amplification de puissance. Ici, on est dans le domaine audio, ce sont en général, dans 99,9% des cas, des amplificateurs de tension. Après, ils sont capables de débiter le courant suffisant pour maintenir la tension. C'est toute la différence. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment fonctionnent différents amplificateurs et comment les fabriquer. Alors là aussi, ce sont des gens qui sont en école d'ingénieur et le métier d'ingénieur, alors ça je suis super attaché à ça. Être ingénieur, c'est pas que concevoir, c'est aussi fabriquer. Et quand on fabrique, quand on est ingénieur, on met autant de soin à le faire que lorsqu'on conçoit. Moi, à la limite, utiliser une planche de bois, d'accord, mais si je recule légèrement, alors ça, utiliser des vis à bois pour fixer des circuits imprimés qui sont tordus avec de la mousse en dessous, désolé, mais là franchement, faut pas déconner, quoi. Ils font de la récup, ok, mais qui récupèrent un vieux PC, c'est blindé d'entretoises, c'est blindé de visseries M3 qui permettent de fixer des circuits.
qu'ils fassent ça autrement. Là, franchement, non. Si ça avait été les gamins de 12 ans, je veux bien. Mais des gamins, non, les jeunes gars d'école d'ingénieur, franchement, la vis à bois, je vois jamais de vis à bois dans le montage électronique. Franchement, là, bon, allez, on va, allez, soit. Mais bon, je suis quand même, moi, relativement à cheval sur la fabrication quand on est ingénieur, parce que c'est une des facettes ultra importantes de l'esprit d'ingénierie. La fabrication qui doit être aussi bien étudiée que la conception. Expliquer comment fonctionnent différents amplificateurs et comment les fabriquer. Dans un premier temps, on va vous donner un maximum d'infos autour du sujet pour que tout soit bien clair, même pour les débutants. Voici un amplificateur. Avant de voir ce qu'il a dans le ventre, voyons déjà ce qu'il fait. On lui fournit un signal faible en entrée, celui d'une prise jack de téléphone par exemple, et il nous renvoie le même signal avec une amplitude beaucoup plus grande. Là, c'est correct. Donc ça veut dire qu'on rentre une tension et ça sort une tension avec une multiplication qui est linéaire. Ça, c'est correct. Évidemment, pour augmenter la puissance du signal, l'amplificateur consomme de l'énergie. Alors là, on n'augmente pas la puissance du signal, encore une fois, on augmente la tension en sortie. Alors ça demande de la puissance parce que le haut-parleur est d'une charge qui est difficile, donc il y a besoin de courant. Mais on n'augmente pas spécialement la puissance, c'est simplement l'ampli peut, pour maintenir la tension de sortie qu'on demande, fournir suffisamment de courant. Le signal produit par l'ampli peut ensuite directement faire fonctionner un haut-parleur qui se trouve dans une enceinte. Mais au fait, comment ça marche un haut-parleur? C'est en quelque sorte un moteur électrique qui fonctionne en va-et-vient. Bon, là je vais passer sur le haut-parleur parce que l'explication est relativement est correcte, il n'y a pas de problème. Donc je passe un petit peu, il parle sur les enceintes, le basse réflexe, etc. Donc on va aller directement sur la notion d'amplificateur. Pour en revenir aux amplificateurs, on peut facilement les caractériser par deux paramètres. Le premier, c'est le gain. Un amplificateur qui a un gain de 10 multiplie par 10 l'amplitude du signal en entrée. On lui donne plus ou moins 2 volts en entrée et il sort plus ou moins 20 volts. Alors évidemment, tout ça c'est vrai tant que l'amplitude de sortie ne dépasse pas une valeur maximale. Si vous donnez un signal de 3 volts à cet ampli et qu'il est alimenté en 20 volts, il ne pourra évidemment pas vous sortir 30 volts. Le signal de sortie sera coupé en haut et en bas, et ça fait quelque chose comme ça. Ça s'appelle la saturation. Le deuxième paramètre qui caractérise un ampli, c'est sa résistance interne, qu'on appelle aussi impédance de sortie. Plus elle est faible, plus l'ampli pourra délivrer un fort courant de sortie. Le tout, sans chute importante de tension ou sans surchauffe. Alors là, bon, j'arrête tout de suite parce que autant le premier paramètre, oui, est un paramètre correct, même s'il est rarement présenté sous cette forme. Par contre, le deuxième paramètre, là j'avoue, je ne sais pas où ils sont allés chercher ce truc. Je ne sais pas d'où ils sortent ce truc, c'est la première fois que je l'entends, que la notion de puissance qu'un amplificateur peut fournir soit liée à sa résistance interne de sortie. Alors là je le dis tout de suite, ça n'a absolument rien à voir. L'impédance de sortie d'un appareil n'a absolument rien à voir avec la puissance qu'il est capable de débiter dans une charge. Totalement, j'avoue, c'est la première fois que j'entends ça. Il peut y avoir d'autres paramètres dans le choix d'un ampli, qui peut être la puissance de sortie, ses qualités en distorsion, ce qu'il est capable d'attaquer en charge, sa technologie, le fait qu'il soit plus ou moins adapté à certains types de charges. Il y a des amplificateurs qui servent à attaquer des éléments piézoélectriques. Enfin, il y a des tonnes de caractéristiques spécifiques à l'amplification en général. Mais le fait qu'il doit avoir une impédance de sortie faible, c'est totalement délirant. Alors, en audio, les amplificateurs sont des amplificateurs de tension. Donc, de fait, si on veut respecter la tension de sortie en conservant sa valeur avec des charges faibles, c'est-à-dire un haut-parleur, il faut qu'il puisse débiter du courant. Donc, effectivement, mécaniquement, l'impédance de sortie est préférablement faible. Sinon, l'amplificateur ne se comportera pas trop comme ça, comme un amplificateur de tension pure. Mais ça ne l'empêchera pas de débiter du courant s'il a une impédance de sortie qui n'est pas si faible que ça. Alors, si on part du côté inverse, si on prend un amplificateur de courant, ben, son impédance de sortie, elle est infinie en théorie. Mais ça n'empêcherait pas un amplificateur de courant, par exemple, de sortir 1 ampère par volt, ben, de fournir 1 ampère dans une charge de 100 ohms, c'est-à-dire lui balancer 100 watts. Ça n'empêche pas de fournir de la puissance. Alors, pour illustrer ça, je vais montrer un appareil qui est... alors, c'est un appareil extraordinaire, ça s'appelle un SHMU, ou en fait un source-mètre. Alors, un source-mètre, c'est un appareil de mesure qui est vraiment la synthèse entre le multimètre,
l'alimentation de haute précision, qui est de l'ordre de la précision du multimètre lui-même, c'est-à-dire 6 digits et demi ou des choses comme ça, et une source de courant. En plus, elle est capable d'émettre ou de recevoir du courant, c'est-à-dire d'être une charge fictive. Alors en plus, c'est une charge qui peut être à courant constant, à tension constante, à puissance constante, etc. Donc on peut se servir de cet appareil-là comme une source de courant, une source de tension, une source à puissance constante, etc. Donc il fonctionne dans les 4 cadrans, ça veut dire qu'il est capable d'émettre et de recevoir dans tous les sens, une tension positive, négative, recevoir du courant et en émettre, etc. Et par exemple, ici on est sous la forme d'une source de tension, ici on est sous la forme d'une source de courant. Donc là, c'est la précision en courant en tant que source de courant. Mais par exemple, il y a des modèles, il est capable de générer un courant jusqu'à 105 volts. Alors les 105 volts, c'est ce qu'on appelle la compliance d'une source de courant. Ça veut dire qu'il est capable de maintenir le courant jusqu'à ce que tant que la tension ne dépasse pas ici 105 volts. Mais ça veut dire que quand il débite sur une résistance d'un ohm à un courant d'1 ampère, il balance 100 watts dans la charge. Et si on avait un haut-parleur au cul, il balancerait des watts. Il est capable de débiter du courant. Et pourtant, son impédance de sortie, elle est extrêmement élevée. Parce que c'est une source de courant. Mais là, je prends un ampli-up, par exemple l'AD797, qui est un ampli-up de course, qui est très utilisé en audio et en truc de très haute qualité. Il a un datasheet typique des ampli-up. Et si on va voir, il y a une case en résistance de sortie. Alors, il est monté en étage suiveur, c'est la contre-réaction globale. Son impédance de sortie, il est de 3 milliohms. Alors ça voudrait dire que ce truc-là, il est capable d'attaquer une machine à laver. C'est ce que ça veut dire. En fait, non. Même en boucle ouverte, avec un gain gigantesque, il aurait une impédance de sortie qui est de l'ordre de 30 à 100 ohms dans ces eaux-là. Mais dès qu'il y a une contre-réaction qui déboule, même avec un gain de 10, il aura une impédance de sortie de quelques dizaines de milliohms à tout casser. Ce qui est très très faible. Et pourtant, ce truc-là, il est incapable de débiter du courant. Mais tant qu'il est dans sa gamme de courant qu'il peut débiter, sa impédance de sortie, elle sera ridicule, grâce à la contre-réaction. Donc cette notion d'impédance de sortie liée au fait que ce soit un ampli de puissance est totalement, je ne sais même pas d'où ça vient. C'est une propriété qui vient de sortir, mais je le dis tout de suite, ça n'a absolument aucun rapport. Aucun. L'impédance de sortie, c'est bizarre parce que c'est vraiment un concept de base. L'impédance de sortie va influer sur la tension qui va résulter sur la charge. Mais ça n'empêche pas que le courant peut être très élevé et que la tension résiduelle peut aussi être relativement élevée. Ça n'empêche pas de balancer des watts dans la charge. Simplement, quand c'est un ampli de tension, la tension de sortie va être plus modulée s'il y a une impédance de sortie élevée. Voilà. Par contre, si on veut le maximum de puissance, idéalement, il faudrait que l'impédance de sortie et la charge aient la même valeur. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je ne sais pas d'où sort cette notion d'impédance de sortie, qu'on retrouve plusieurs fois. Même dans les commentaires, on verra à la fin les commentaires sur l'épisode, on retrouve cette chose qui ressort, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, je le dis tout de suite, c'est complètement hors sujet. Maintenant que tout est clair sur la théorie, on peut passer à la pratique. Il existe plein de montages qui permettent de fabriquer un ampli. Dans cette vidéo, on va vous présenter 3 montages du plus simple au plus complexe qui ont des rendements théoriques allant de 25 à presque 100%. Alors là, c'est un peu, je vais dire malhonnête, c'est un peu exagéré, mais non, les 3 montages peuvent être aussi compliqués l'un que l'autre. L'exemple qu'ils vont donner est du plus simple au plus compliqué. Mais il y a un ampli classe A, classe B et classe D. Mais un ampli classe A peut être super compliqué et leur ampli classe D est extrêmement simple. Donc c'est pas parce que ce sont des différents types d'amplis qui sont forcément plus simples ou plus compliqués. Attention à ce raccourci. On vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bah tu m'étonnes. Voici le premier montage d'amplificateur. C'est un ampli dit de classe A, assemblé sur une plaque d'essai. On remarquera que classe A, petit joueur. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu les amplificateurs de Nelson Pass, mais je ne pense pas qu'il y ait le moindre ampli classe D, c'est-à-dire le dernier qu'ils vont décrire, qui soit de la taille des amplis classe A de Nelson Pass. Les classes A, c'est absolument pas un ampli de petit joueur, c'est pas vrai. Il n'y a pas une classe qui est plus petite que l'autre ou quoi que ce soit. Le composant principal de cet ampli, et de tous les autres d'ailleurs, c'est un transistor. Vous ne connaissez peut-être pas bien ce composant, pourtant il y en a des milliards dans votre téléphone et votre ordinateur.
Alors là, c'est un raccourci parce que là, il parle de transistors bipolaires dans le cas d'un amplificateur, mais dans un microprocesseur, ce ne sont pas des transistors bipolaires. Donc la comparaison est un peu biaisée à ce niveau-là. Hein. Et là, je vais prendre l'avance sur la suite. Là, il présente un ampli classe A à un transistor qui, en fait, lui, le rend plus simple. Mais en général, à part exception ou pour des puristes particuliers, personne ne fait d'ampli classe A avec un transistor. Ils le font avec la même topologie que l'ampli d'après qui est décrit en classe B. Simplement, c'est une question de point de fonctionnement du montage. La classe A, la classe B sont des points de fonctionnement, ce ne sont pas des topologies. Et là, il y a une confusion entre une topologie et un transistor, donc c'est classe A, et la topologie à deux transistors, c'est la classe B. La classe A peut tout aussi bien fonctionner en classe B avec deux transistors. Par contre, pas le contraire. Mais ça, c'est inhérent au principe. Mais faut pas, il y a quand même des raccourcis. Ce composant contient un assemblage de semi-conducteurs qui lui donne des propriétés particulières. Un transistor classique comporte 3 pattes, la base, le collecteur et l'émetteur. Son principe est simple, il agit comme un interrupteur, mais sensible à de l'électricité. Si l'on connecte le transistor comme ça à un circuit électrique, il ne se passe rien. Par contre, dès qu'un petit courant passe par la base, un courant bien plus grand peut circuler entre les autres pattes. Ah, alors ça, je peux pas leur en vouloir parce que c'est le problème de l'enseignement académique qu'il y a dans les écoles. Moi, j'ai connu le même. C'est qu'on nous présente le transistor comme un amplificateur de courant. C'est-à-dire qu'un courant base est multiplié par un paramètre, le HFE ou le bêta, et il donne un courant collecteur. Alors ça, bon, je ne peux pas leur en vouloir sur ce coup-là parce que les cerveaux des étudiants sont pollués par cette vision des choses qui n'est qu'en fait, je ne vais pas dire un mensonge parce que quelque part c'est vrai, mais on ne pilote pas un transistor bipolaire par un courant base. On pilote un transistor bipolaire par la tension base-émetteur. Le courant base, c'est un parasite. C'est un parasite. On voudrait même bien s'en passer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des MOSFET ou des transistors à effet de champ. C'est que le petit courant qui peut être relativement élevé pour les transistors de puissance, c'est plus une nuisance qu'autre chose. Personne ne conçoit un schéma avec des transistors bipolaires en travaillant avec le courant base. Personne. Jamais. C'est un paramètre beaucoup trop variable, imprécis, indéfini pour pouvoir être utilisable. Le seul cas où on utilise cette propriété-là, c'est pour faire des mesureurs de transistors, pour faire des appareils de mesure. Sinon, jamais on utilise cette propriété-là. On utilise éventuellement les caractéristiques, mais on utilise surtout, en fait, une notion de polarisation base-émetteur. C'est ça. On suppose que c'est 0,6 volts aux alentours, et après, le montage a une topologie de telle sorte que, par exemple par des contre-réactions, des choses comme ça, que l'on maintient un équilibre quelque part. On mesure par exemple le grand courant ici, par contre-réaction, on ajuste cette tension base-émetteur pour que ce courant soit une valeur donnée. Mais jamais on n'alimente un transistor bipolaire par un courant base. Malheureusement, dans les écoles, dans les systèmes académiques, tous les exercices se font sur soit un transistor avec un HFE 200, calculer la résistance de base à mettre. Personne n'utilise cette notion-là. Bon, sur ce coup-là, je ne peux pas leur en vouloir. Malheureusement, tout le reste de la vidéo se rapproche de ce genre de montage qui n'est jamais utilisé en pratique. C'est trop aléatoire. Même pour la même référence de transistor, entre deux transistors différents, on n'aura absolument pas les mêmes points de repos et les points de fonctionnement. Il suffit de regarder les datasheets des transistors, le HFE ou le bêta peut varier de 100%, même des fois d'un facteur 5 entre les valeurs typiques et maximales. C'est un paramètre mais totalement inutilisable en pratique. On comprend vite quel est l'intérêt d'un transistor pour fabriquer un ampli. Le premier souci, c'est qu'un transistor ne peut pas s'activer avec une tension négative. Or, dans la musique, le signal est aussi souvent négatif que positif. Il y a aussi un seuil de tension minimum pour que le transistor puisse s'activer, environ 0,6 volts. Pour amplifier un signal musical, la technique qui va bien, c'est d'ajouter une résistance pour activer tout le temps à moitié le transistor. Alors voilà exactement ce que je disais. On ne met jamais une résistance comme ça pour activer à moitié le transistor parce que la valeur de la résistance serait tellement aléatoire. Imaginons si on produit ça en série, à chaque fois il faudrait mettre une résistance spécifique pour attaquer le transistor.
C'est d'autant pire que si le transistor chauffe, si le courant augmente ou diminue, en fait, la valeur devient fausse parce que le bêta varie dans tous les sens je sais pas, sur le coefficient de marée, sur tout ce qu'on veut, ça bouge dans tous les sens, il suffit d'éternuer pour que ça change. En fait, on ne fait pas comme ça. On se polarise la jonction base émetteur et c'est ça qui se passe. En général, on met une résistance base émetteur, il y a souvent une résistance émetteur aussi pour éviter de se limiter à 0,6 volts. Et au-dessus, alors ici on a le schéma le plus simple, c'est une résistance qui fait un pont diviseur qui permet de fixer un potentiel sans tenir compte du courant base. Donc on met un pont diviseur suffisamment rigide, c'est-à-dire avec des résistances suffisamment faibles, pour que le courant qui circule dans le pont diviseur soit grand par rapport au courant base. Et là, ça permet de maintenir le courant de repos du transistor, indépendamment du reste. En général, on fait même mieux, on vire la résistance ici de base vers le plus, alors dans le cas du NPN, et on met un générateur de courant. Et on met une résistance ici pour donner le potentiel ici de repos. Alors 0,6 volts, ce n'est pas le seuil de déclenchement. Le transistor, il passe déjà à 0,6 volts. C'est extrêmement vague et c'est en plus extrêmement non linéaire. C'est quelque chose qui est exponentiel. C'est-à-dire le transistor, même à 0 volts, il y a un courant de fuite. Par contre, à 0,4, il commence à faire dans les microampères. À 0,5, on est peut-être dans les milliampères. À 0,6, on est dans l'ampère. À 0,65, on a 10 ampères. C'est en fait quelque chose d'être hautement non linéaire. Alors, tenir la base ici uniquement sur une résistance en l'air en jouant sur le courant base, c'est être sûr d'être sur quelque chose de totalement impossible à reproduire. Pour raison, personne ne fait ça. Il fonctionne donc dans un régime linéaire et il est plus ou moins activé au rythme de la musique. De l'autre côté, il faut que la tension évolue autour d'une valeur moyenne qui vaut la moitié de la tension d'alimentation. Dans notre cas, ça fait 6 volts. On ajoute pour ça une résistance en série avec le transistor, puis des condensateurs pour ne laisser passer que le courant alternatif de la musique. Les propriétés du transistor dépendent en réalité de la température, et une façon simple de corriger le problème peut être cette variante. Alors là, il y a plusieurs choses. Le problème, ils ont publié les schémas avec les valeurs des composants. Alors j'en montrerai un, j'ai montré le schéma de ça avec les valeurs des composants pour montrer qu'il y a aussi des différentes choses qui sont importantes. Alors voilà le schéma. Alors ils mettent par exemple un condensateur de sortie. Bon, c'est bien dit, il faut avoir le point de repos ici qui soit au milieu de la tension pour avoir le plus et le moins du signal de sortie qui soit bien équilibré. On aura le maximum de signal avec le minimum de distorsion. Mais le problème, c'est que ici il donne supérieur à 1000 micros. Mais en fait, c'est pas supérieur à 1000 micros qu'il faudrait, surtout avec 4 ohms. C'est supérieur à 100 000 micros, quelque chose comme ça. 1000 micros à 1 kHz, ça a une résistance de 160 ohms. C'est gigantesque par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, quand on écoute à ça, ça fait coin, 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 il n'y a pas de basse, que dalle. C'est normal, l'impédance du haut-parleur est très faible. Donc il faut une capa gigantesque pour encore maintenir un peu de bande passante. Donc la valeur ici n'est pas du tout adaptée, il faudrait qu'elle soit 50 fois plus grande. Si on veut commencer à rigoler, bon, on peut faire le calcul, 1 sur C oméga, et puis voilà, on a l'impédance du truc, et ça fait juste un pont diviseur. Alors le deuxième truc, quand ils ont montré, le transistor, ses caractéristiques varient avec la température et tout ça. Non, c'est pas trop le sujet, c'est que surtout, la jonction base émetteur est hautement non linéaire en fonction du courant qui va fournir en fait le signal en sortie. C'est surtout ça qui est hautement non linéaire, ce qui fait que comme c'est très fortement non linéaire, on va dire le point de repos au milieu ici, on va peut-être être à, je sais pas moi, allez, on va dire 0,6 volts, et le transistor conduit à peu près. Pour éteindre, il faut aller à 0 d'un côté, mais pour avoir le courant max, il faut aller peut-être à 0,65 ou 0,7, à tout casser. C'est-à-dire qu'il y a une très forte asymétrie pour avoir 0 ou le double de courant. Et c'est ça qui fait que le système distord beaucoup. Et c'est pour ça que plutôt de mettre cette résistance de polarisation de base directement sur la ligne, on la met après la résistance. En fait, il n'explique pas du tout pourquoi ça améliore. Mais tout simplement parce qu'on réinjecte à l'entrée le signal de sortie. Ici, en le prenant ici, il est dans le bon sens pour compenser les erreurs. C'est ce qu'on appelle une contre-réaction. C'est-à-dire ramener à la sortie une fraction du signal à l'entrée pour en fait compenser une différence qu'il y aurait entre le signal et la sortie. C'est une forme de compensation partielle de la distorsion. C'est une manière de faire. Mais ils auraient pu dire qu'au moins c'est une forme de contre-réaction, une forme de compensation de problèmes de non-linéarité. Mais la non-linéarité ne vient pas de la température, elle vient surtout du fait qu'un transistor bipolaire est hautement non-linéaire. C'est surtout ça.
Donc voilà, donc ouais, c'est pas pour les mêmes raisons qu'on fait ce style de montage. Mais néanmoins, bon, voilà. Ensuite, Déjà terminé? Presque. La plupart des amplis ne fonctionnent pas seuls. On trouve souvent au moins deux amplis en cascade. Le premier a un gain élevé, mais une forte impédance de sortie. nous y revoilà avec l'impédance de sortie. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils n'ont pas de capacité en courant, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'est donc pas du tout puissant, mais permet souvent de rendre le signal très visible pour le second. Le second n'a d'ailleurs pas forcément un gain très élevé, mais une faible impédance de sortie, il est donc prêt à débiter du courant dans une enceinte. Alors là, encore une fois, c'est valable pour un ampli de tension. Hein. Il peut avoir une impédance de sortie élevée, ce qui compte, c'est qu'il puisse débiter du courant, c'est indépendant. Simplement, ici, les étages de sortie, c'est même pas qu'ils n'ont pas beaucoup de gains, c'est qu'en général, ils ont un gain de 1. En général, on utilise des émetteurs suiveurs ou des trucs à collecteur commun, et on fout tout le gain de l'autre côté. Pourquoi on utilise des gains unitaires? Parce que ce sont des montages avec une contre-réaction locale maximale et ce sont ceux qui donnent le moins de distorsion. Il n'y a pas besoin d'avoir de gain sur l'étage de sortie et très peu de gens font des étages de sortie avec du gain. On préfère donc sortir sur l'émetteur et ne pas avoir la charge côté collecteur. Sur leur cas, on aurait pu foutre la charge côté émetteur et non pas collecteur. Mais ils ont préféré mettre un peu de gain. Bon, ça reste valable, mais c'est généralement pas la topologie qui est utilisée dans la majorité des cas. Les amplis qu'on vous propose de fabriquer dans cette vidéo ont un gain assez faible. Il faut donc aussi prévoir un préamplificateur. Pour ça, rien de plus simple. On utilise des petits composants appelés amplificateurs opérationnels, abrégé AO. Ces composants fonctionnent à partir d'un mini ampli de classe B, dont on va voir le fonctionnement juste après. Ils ont un tas d'applications et peuvent, entre autres, servir d'ampli audio. On peut aussi modifier leur gain facilement en jouant sur des résistances, et donc placer un potentiomètre. Un AO coûte environ 10 centimes sur eBay et produit un signal d'une puissance de quelques dixièmes de watts. On ajoute un AO avant notre ampli de classe A, et le montage est terminé. Alors, globalement, oui, c'est à peu près juste. Un AOP, effectivement, peut sortir quelques dixièmes de watts, hein, environ 0,2 watts. D'ailleurs, il existe des montages d'amplificateurs opérationnels en parallèle, par dizaines, pour avoir quelques dizaines de watts. Douglas Self a fait ça. Alors, j'ai ici le montage, justement, de leur système amplificateur opérationnel. Il est ici. Donc, en fait, c'est ce qu'ils décrivent, hein, donc c'est un AOP. Alors, comme ils travaillent avec une tension unique, ils sont obligés de mettre sur la branche d'entrée un diviseur de tension pour pouvoir travailler au milieu. Ce qui leur impose de mettre des capas de 10 micros. Alors c'est con parce qu'en fait ils ont un TL72 qui est un double ampli-op et ils auraient pu utiliser l'autre ampli-op pour créer une masse virtuelle. Comme par exemple ici. C'est-à-dire plutôt que de mettre les points de diviseur sur le plus de 1 et utiliser l'autre ampli-op et la sortie de l'ampli-op devient la masse. Donc on se retrouve avec plus 6 et moins 6 volts en sortie. Alors, évidemment, eux, ils ont des étages supplémentaires qui suivent derrière, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais si l'on voulait juste faire un simple préamplificateur de ce genre, il vaut mieux utiliser un des ampli-op qui sert de masse virtuelle. Alors attention, cet ampli-op-là va débiter le courant nécessaire au montage. Donc on ne peut pas l'utiliser pour les amplis qui suivent de puissance. Sauf ici, si on mettait un étage qu'on verra plus tard, par exemple de classe B, un étage de puissance en sortie ici, on pourrait alimenter tout le montage avec une masse virtuelle. Hein, on pourrait tout à fait faire ça et avoir une alim symétrique, ce qui s'affranchit de toutes ces capas qui traînent d'un montage à l'autre, qui rentrent, alors il y en a un petit peu de trop même, ça permet d'attaquer directement, etc. Alors ça c'est juste une info supplémentaire, hein, leur truc fonctionne comme ça sans souci. Deuxième chose, le potentiomètre, quand on règle le gain d'un AOP comme ça, se met jamais sur la contre-réaction, mais se met sur la résistance d'entrée. La raison est simple. Un potentiomètre, c'est pas fiable. Et si jamais il y a un circuit ouvert, parce qu'il y a un faux contact sur le potentiomètre, on se retrouve avec l'ampli-op qui est à fond. Alors que s'il est à l'entrée, on n'aura pas de signal. C'est tout simplement pour ça. Donc on met toujours le potentiomètre en entrée et non pas ici. Ça, c'est une habitude. On met jamais, en général, on ne met jamais de potentiomètre dans des endroits où si le système se trouve avec une boucle coupée, le système devient instable ou est à fond ou un truc comme ça. Il faut toujours penser à ça. Hein, pour des raisons simplement de sécurité, parce que c'est un faux contact, même en tournant, on se retrouve avec des énormes impacts en sortie. Hein, donc il faut toujours le mettre en entrée. Et là, on a beaucoup moins de risques. Pour conclure sur l'ampli de classe A,
Il peut fournir un son très fidèle, il est même apprécié par les mélomanes. Enfin, pas sur ce schéma-là en tout cas. Il gâche par contre beaucoup d'énergie. Eh oui, dans le meilleur des cas, seulement un quart de l'énergie consommée est envoyée au haut-parleur. L'autre quart est perdu en chaleur dans le transistor, et tout le reste dans la résistance. Sa consommation est aussi identique quel que soit le volume. C'est un montage intéressant à faire, mais un peu dépassé. Alors, non, le rendement maximum du classe A n'est pas de 25%. Il est de 25% dans un cas bien particulier qui n'est pas leur montage à eux. C'est le cas où soit la charge, la résistance qu'ils ont, c'est un transfo de sortie, c'est-à-dire que le haut-parleur est de l'autre côté, c'est-à-dire que ce qui charge le transistor n'est que le haut-parleur vu par un transformateur. Ça, on a bien 25%. Soit si la résistance est remplacée par un générateur de courant idéal, auquel cas on est à 25%. Dans le cas qu'ils utilisent eux avec une résistance de charge et un haut-parleur, le rendement max est de 12,5. Et encore, c'est le cas idéal si la résistance et le haut-parleur sont similaires, pour une question d'adaptation de puissance. Mais là, ils sont dans un montage monotransistor. Si on se retrouve dans la topologie qui va suivre, qu'ils utilisent dans le classe B, mais qu'on polarise en classe A, on se retrouve avec un rendement de 50%. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas, leur montage n'a pas un rendement de 25% idéalement. Il a un rendement de 12,5. Il aurait fallu qu'ils mettent ne serait-ce qu'un transfo de sortie. Ils auraient pu d'ailleurs faire un montage avec un transfo de sortie et quelques ajustements en récupérant un transfo EI avec un entrefer. Ils auraient pu faire ça. Mais là, non, c'est pas comme ça. Et dernière remarque, l'amplification de classe A n'est absolument pas dépassée. Mais pas du tout. Il ne faut pas oublier que la classe A n'est pas forcément de l'amplification de puissance. Effectivement, en ampli de puissance, c'est plutôt rarement utilisé parce que ce n'est pas très efficace. Mais la classe A n'existe pas seulement dans ce contexte. Elle est extrêmement utilisée là où la précision et la distorsion doivent être minimales. Dans tout ce qui est métrologie, dans tout ce qui est mesure, il y a énormément de classe A qui est utilisée. De Vialet utilise un ampli de classe A dans leur système pour faire une correction d'erreur. Donc ce n'est pas du tout un montage qui est obsolète ou dépassé. Il est justement insurpassable sur un certain nombre de paramètres. Un schéma de cet ampli et des autres se trouve à la fin de la vidéo. Alors, oui, juste un petit truc là-dessus. J'ai essayé de revenir où j'étais là, sur le schéma là. La consommation est aussi identique quel que soit le volume. C'est un montage intéressant à faire, mais un peu dépassé. Un schéma voilà le schéma qu'ils utilisent. Alors, on voit le transistor ici, c'est un Sheffield 150 avec un lycée 1,5 ampères, ce qui quand même, il est assez brutalement utilisé. Alors, si on regarde sur la vidéo, on voit que le transistor, c'est un MJE 13009. Malheureusement, le Sheffield, ce transistor, il est de 20 à tout casser, voire même moins, 20 avec le vent dans le dos, quoi, 1 ampère et demi. Donc, il n'utilise pas le transistor qu'il préconise sur le schéma. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Faut quand même vérifier. Parce qu'un HFE de 150 avec un transistor de puissance, il faut bien sélectionner. Il n'y en a pas tant que ça. Ça fait beaucoup pour un transistor de puissance. Un 3055, c'est un HFE de 10 à 15. Il faut bien voir que s'il y a 1 ampère en émetteur, enfin courant émetteur, collecteur émetteur, il y a 100 milliampères de courant base. Le courant base, il devient énorme. Il ne faut surtout pas penser en termes de courant base à ce niveau-là, quoi. Il faut un étage d'attaque qui permette de fournir un peu de puissance. Donc voilà, ça c'est sur l'exemple qu'ils donnent. C'est pas exactement l'exemple qu'ils mettent sur le schéma. Cet ampli et des autres se trouvent à la fin de la vidéo. Vous pouvez reproduire ces amplis, mais surtout vous en inspirer pour en faire des beaucoup plus puissants. Très bien, on passe à l'ampli de classe B. Cet ampli fonctionne avec 2 transistors différents. Le transistor qu'on a vu précédemment est dit NPN. Il s'active, entre guillemets, à partir du plus, comme on peut le voir sur le schéma. Il existe aussi des transistors complémentaires dits PNP, qui eux s'activent à partir d'une borne moins. Alors, encore une fois, on voit cette polarisation de la base par une résistance. On ne fait jamais comme ça, normalement. Un ampli de classe B utilise un couple de transistors NPN et PNP assemblés comme ça. Non. Il y a plein de topologies différentes. Il peut y avoir du NPN 2 fois, c'est les paires quasi complémentaires. Et ce schéma-là, qu'on retrouve sous la forme, en fait, alors comment dire, on trouve souvent ce schéma-là décrit comme un truc de classe B, mais c'est un schéma, on va dire, conceptuel. Ce n'est pas un schéma réel. Ça, ce n'est pas un ampli de classe B, c'est un ampli de classe C. On verra pourquoi après, mais jamais on utilise un ampli de classe B avec ce genre de topologie.
hein. On ne met jamais les deux bases en même temps. Jamais. Et pareil, on ne met jamais les deux émetteurs en même temps directement sortis. Ça, c'est en fait une vision conceptuelle qui est souvent reprise comme étant une réalisation réelle, mais ce n'est pas le cas du tout. En cas d'impulsion positive, c'est le transistor NPN qui l'amplifie. En cas d'impulsion négative, c'est le PNP. Comme avant, on ajoute un condensateur pour éliminer la tension continue, car l'ampli travaille autour de 6 volts, alors que les signaux d'entrée et de sortie sont à 0 volts en moyenne. Petit souci encore, les transistors ont un seuil de tension au-dessous duquel ils ne peuvent pas s'activer. En réalisant ce montage, on risque d'entendre ça. Toutes les petites impulsions sont oubliées, et le son est bien dégueulasse. On insère alors des résistances et des diodes pour activer très légèrement les transistors en leur fournissant les 0,6 volts dont ils ont besoin. Là, d'accord. Là, on est dans un montage classe B. C'est-à-dire, c'est un montage qui, au repos, met les transistors à la limite de l'allumage ou de l'extinction. C'est-à-dire, par définition, un ampli classe B est fait de telle sorte qu'il y a toujours un transistor qui le conduit, sauf quand il n'y a pas de tension d'entrée au départ. Sinon, le montage d'avant qui n'a pas de diode est un classe C. La classe C, c'est il y a des zones où les deux transistors sont coupés. C'est utilisé dans d'autres contextes. Il peut même y avoir une version 1 transistor, contrairement à la classe B, qui, en fait, ce sont des montages qui servent en radiofréquence pour faire des systèmes avec une résonance, avec des selfs pour pouvoir le maximum d'amplitude et le maximum d'énergie disponible pour émettre en radiofréquence. Mais sinon, le classe B est forcément polarisé d'une manière ou d'une autre. Il ne suffit que d'ajouter un préamplificateur avec un AO, et c'est terminé. Les amplis de classe B sont très utilisés, on les retrouve dans la plupart des chaînes IFI et des amplificateurs de faible puissance. Leur rendement théorique est 10 fois plus élevé que celui d'un ampli de classe A, soit 78,5%. Alors comme je le disais tout à l'heure, un ampli classe A avec cette topologie-là, il suffit de rajouter des diodes en plus. Il faut simplement polariser encore plus les transistors pour qu'il y ait un courant, de telle sorte que les deux transistors conduisent tout le temps, quel que soit, jusqu'au maximum de puissance de sortie. Et dans le cas là, le rendement est de 50%, qui est plus faible, mais pas aussi merdique que ça. On remarque pourtant en pratique que le rendement est nettement moins bon. Pour un appareil sur batterie, c'est un problème, puisque c'est bête de perdre de l'énergie en chaleur, et aussi parce que toute cette chaleur doit être dissipée, et ça limite la miniaturisation. Petite remarque, il est tout à fait possible de faire un préamplificateur avec un petit ampli de classe A ou B, au lieu d'utiliser un AO. Enfin, vaut mieux utiliser un AO, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus simple. On va maintenant passer à l'ampli de classe D, qui est nettement plus intéressant. Ça, c'est toi qui le dis. La classe A et la classe B sont des schémas qui peuvent être très complexes si on s'attelle à certains paramètres comme la distorsion, la stabilité, le rendement même. On peut atteindre des très bons rendements en classe B. La classe D est difficile, mais elle a ses spécificités. Il ne faut pas dénigrer non plus. La classe D a des gros défauts et a certains problèmes que les autres n'ont pas. Voici un montage de notre fabrication qui nous a coûté moins de 5 € et qui pourrait fournir plus de 100 watts RMS. Alors comment fonctionne un ampli de classe D ? Encore ces vis à bois. Alors il a dit un truc juste avant, il a dit il est capable de sortir une puissance de 100 watts RMS. Bon, en toute rigueur, il n'y a pas de watts RMS. C'est un produit d'une tension par un courant RMS et ce sont des watts. Bon, c'est un abus de langage, je chipote là, j'avoue, je chipote un peu. Mais attention, je préciserai plus tard, mais ils disent on peut faire un ampli de plus de 100 watts, etc. Mais je déconseille fortement de faire un ampli puissant avec le schéma qu'il propose. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Ça pourrait marcher, mais ça pourrait être aussi catastrophique. C'est une question de loterie. Pour comprendre ce qu'il fait de si particulier, il faut déjà voir pourquoi est-ce que les amplis de classe A et B ont un si mauvais rendement. Si on essaye de fabriquer une tension alternative, un peu comme une musique, à partir d'une tension continue, on se rend compte qu'une bonne partie de l'énergie doit être perdue en chaleur. Cette chaleur apparaît dans les transistors qui ne sont jamais ni complètement activés ni désactivés. Il faudrait donc trouver un système dans lequel les transistors fonctionnent uniquement en tout ou rien, comme un interrupteur. C'est une bonne introduction. L'idée consiste à découper le signal en un grand nombre de points. Pour avoir ce signal particulier, pour chaque point, on génère un mélange plus ou moins long de tout ou rien. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais une autre manière de le dire, c'est on prend une tranche de temps, on dit que le signal d'entrée, il vaut une certaine valeur,
Et dans cette tranche de temps, on met une portion avec le signal à fond et une portion avec le signal à zéro. Et la valeur moyenne correspond à la valeur du signal d'entrée qu'on a supposé fixe pendant cette période de temps. C'est une autre manière de le dire. Un exemple, si un point est relativement haut, le signal correspondant va être un temps plus long activé que désactivé. Le principe est inversé si l'on veut décrire un point bas, et ainsi de suite. Voilà pour le principe. Voyons. Alors il y a une chose que je regrette là, c'est qu'il ne donne pas le nom de ce style de fonctionnement. En fait, c'est une modulation qu'on appelle modulation largeur d'impulsion ou PWM. Alors c'est un terme qu'on voit un peu partout. C'est dommage qu'il n'ait pas nommé cette technique. Alors on le voit ici, en fait, c'est un signal périodique qui a une fréquence fixe qui est de cette largeur-là, mais on fait varier, par exemple ici le front montant, entre 0 et à fond. C'est ce qu'on appelle le rapport cyclique. C'est en fait le rapport entre ce qui est en haut par rapport à ce qui est en bas sur la durée. Si on a un rapport cyclique de 100%, en fait on est à fond tout le temps, on est au taquet. Si on a un rapport cyclique de 0, ben on est à 0 tout le temps et on est au minimum. Et si on est au milieu, ben on a une tension moyenne qui est la moitié de la tension max. Si on n'est qu'à 25%, on a une valeur moyenne, etc. En fait, voilà. Mais le problème de ça, c'est que c'est très très riche en très haute fréquence. On a notre signal, mais qui est noyé dans les hautes fréquences. Et c'est en fait le problème des amplis classe D. Maintenant, comment faire tout ça en électronique? Tout d'abord, on utilise un composant appelé 555 pour produire un signal triangulaire à une fréquence constante, mais nettement plus élevée que la musique. Ce signal va ensuite être comparé avec celui de la musique à l'aide justement d'un comparateur. Ce comparateur renvoie un signal très simple. Si la tension instantanée de la musique est plus grande que celle du signal triangulaire, la sortie est à 12 volts, sinon elle est à 0 volts. En faisant ça, on produit justement le signal recherché qui est en tout ou rien, mais qui décrit pourtant très bien la musique. Enfin, il le décrit avec des trucs en plus, c'est-à-dire toutes les harmoniques qui permettent d'avoir un signal carré. Il ne faut pas l'oublier. C'est comme l'épisode que j'ai fait sur la dernière fois sur le DSD. Le DSD est une modulation du même genre. C'est pas du PWM, mais c'est quelque chose de similaire. Mais ça reste quand même, ça décrit pas très bien le signal. C'est que le signal qu'on cherche à reproduire est dedans. Mais il y a plein de merde autour qu'il faut supprimer. Il ne reste plus qu'à l'amplifier avant de le relier à un haut-parleur. Vu que le signal est en tout ou rien, on peut l'amplifier facilement sans gâcher d'énergie et en conservant sa qualité. On utilise alors un ou plusieurs étages de classe B qui n'ont d'ailleurs plus besoin de tout ça. On n'est pas dans de la classe B dans ce cas-là. Il existe aussi d'autres types de transistors faits pour fonctionner en tout ou rien, comme des interrupteurs. Ce sont les transistors MOSFET. Ils s'activent très facilement à partir d'une tension de seuil autour de 4 volts et on n'a plus besoin de maintenir un courant pour les activer. Les amplis qu'on vous a présentés jusqu'ici sont faits pour fonctionner avec une seule source de tension, comme une batterie. Pour que ce soit possible avec 12 volts, l'amplitude de la musique ne pouvait pas dépasser 6 volts, car il varie entre 6 volts et moins 6 volts. Avec un ampli de classe D, on peut aller plus loin en réalisant ce montage qui s'appelle un pont en H et qui utilise 4 transistors. On peut faire ce style de truc avec des amplificateurs classe A ou classe B. Ce sont des montages en pont avec 2 amplis. On peut tout à fait. C'est pas typique de la classe D, ce style de truc. Faut bien voir ici, en fait, on a 2 amplificateurs qui sont mis en pont. L'un est avec un signal opposé à l'autre. On peut tout à fait faire ça avec la classe A et la classe B. Sur ce schéma, les interrupteurs représentent des transistors MOSFET activés ou non. En fermant 2 sur 4, on peut avoir 12 volts dans un sens, et en ne fermant que les 2 autres, on peut avoir 12 volts dans le sens inverse, soit moins 12 volts. C'est quand même mieux que d'avoir 6 volts et moins 6 volts. Alors ça veut dire qu'on multiplie par 4 la puissance que l'on peut fournir au haut-parleur, mais attention, l'impédance du haut-parleur vu du montage a été divisée par 2. Faut se méfier. Alors si on a des haut-parleurs genre 4 ohms, en fait on a 2 ohms par branche. Faut se méfier s'il est capable de débiter le courant suffisant pour le faire. Avec un pont en H, l'ampli pourra donc être plus puissant, mais il consommera plus de courant. Pour finir l'ampli, il ne manque plus qu'un montage inverseur pour activer les couples de MOSFET au bon moment et une bobine qui permet de supprimer la haute fréquence de découpage pour ne laisser que le signal utile, ce qui limite la consommation d'énergie. Alors ça, c'est pas vrai. La consommation d'énergie, de toute façon, elle est faite. La bobine va enlever des choses en sortie, mais ce signal, il a bien été généré par le truc. Donc il n'y a pas d'économie d'énergie parce qu'il y a une self en sortie. L'ampli génère bien les signaux carrés avec toute la haute fréquence. Même si elle n'est pas envoyée au haut-parleur, elle a quand même été générée. Elle sera renvoyée à l'étage parce que c'est un système inductif, donc il n'y a pas de dissipation mais un renvoi d'énergie.
Bon, l'étage, il faut qu'il supporte cette chose-là. Il y a souvent des diodes de flyback ou des choses comme ça qui permettent de faire. Mais cette notion de filtrage dans la classe D est primordiale. Elle est au moins aussi importante que la notion de pont. Ici, ils le mettent comme étant une espèce d'accessoire à la fin. Mais non, ce n'est pas un accessoire. C'est indispensable. On peut cramer des haut-parleurs si on ne met pas ça. Parce qu'il y a énormément d'énergie, haute fréquence, qui vont vers le haut-parleur. Sachant qu'un haut-parleur, c'est une bobine et que son impédance va monter avec la fréquence, et le haut-parleur risque d'être en surcharge parce qu'il ne va pas bouger. Il risque de chauffer, tout simplement, à cause des pertes à courant de Foucault qui vont débouler là-dedans. Et on peut cramer des haut-parleurs sans même voir qu'ils bougent. C'est pour ça que ce composant-là, ce n'est pas pour me gagner de l'énergie, c'est pour déjà éviter d'avoir des parasites, mais surtout aussi, c'est pour protéger les haut-parleurs. Alors, il y a une autre chose que j'ai vue, où est-ce que j'ai vu sur le schéma là Ici, là. Ici, il y a quand même un problème de conception. Alors, leur schéma marche, c'est parce qu'il y a des fuites, mais dans ce schéma, ici on va dire classe C, pseudo-classe B, il faut qu'il y ait une charge quelque part. Tout simplement parce que si, admettons, ici on n'en tout ou rien, si par exemple le transistor du bas ne fait rien, est éteint, c'est le transistor du haut qui va conduire. Mais ici on est avec des MOSFET. À part au moment où ils vont commuter, où il y a un courant qui est absorbé au niveau des grilles, simplement parce qu'il y a une capacité interélectrode, une fois que le MOSFET est commuté, il n'y a plus de courant. Et c'est quoi la tension qu'il y a à l'émetteur quand il n'y a plus de courant qui circule dans le transistor? Eh bien, on n'en sait rien. Ce qui va donner la valeur ici, ça va être juste les fuites. Même en mettant un voltmètre ici, on ne va pas avoir la vraie valeur. Parce que même le voltmètre, il va perturber à cause des fuites supplémentaires qu'il va mettre, à cause de sa résistance interne. On ne met jamais un montage ici qui peut être susceptible d'être en l'air. Il faut ici mettre une résistance, pas forcément faible, une résistance juste pour avoir un minimum de courant qui circule pour bien fixer les points de repos. Ça, c'est important. Alors, on va en parler après. Jamais il ne faut fabriquer ce genre de montage, surtout si on veut essayer d'atteindre des puissances plus élevées, parce qu'on risque soit d'avoir de la distorsion, ce qui est le cas le plus raisonnable, soit carrément cramer ses alimes et cramer ses transistors et avoir des effets catastrophiques. Mais on va en reparler. Le rendement théorique d'un ampli de classe D est de 100%. Ça veut dire que toute l'énergie qu'il consomme peut être convertie en un signal utile pour le haut-parleur. En réalité, ce rendement est plutôt de l'ordre de 90% à cause des pertes dues à la résistance interne et pendant les commutations on-off des transistors. Enfin, 90%, ce sont des très bons amplis classe D. Encore un avantage avec cet ampli, c'est que pour le rendre plus puissant, il suffit juste de modifier le pont en H en remplaçant les transistors par des plus performants. La partie de traitement du signal serait la même pour fabriquer un ampli de 1000 watts. Alors là, je l'arrête tout de suite. Je stoppe immédiatement toute personne qui voudrait faire un ampli de 1000 watts sur cette topologie-là. S'il veut avoir la roulette russe au moment de l'allumage et faire sauter tout, alors ça passera ou ça cassera. Mais l'ampli de classe D ici est présenté sous une forme faussement simple. Je vais le dire tout de suite, un ampli de classe D, c'est très difficile à faire soi-même entièrement. C'est pour ça que si on fait un ampli de classe D, il faut prendre une puce adaptée à ça pour attaquer ces transistors de puissance. Et ne surtout pas jouer avec ce style de montage. Les amplis de classe D sont encore assez rares, mais on en voit de plus en plus. Non, ils ne sont pas assez rares. Il y en a partout. Il y en a plein. Et cette vidéo n'a qu'un an. Donc les amplis de classe D, ça existe à peu près, je crois, depuis les années 50. Le principe de la classe D existe dans les années 50 sur certains amplis à correction d'erreur. C'est un concept très ancien et ils sont massivement utilisés, même il y a 5 ans, c'était déjà massivement utilisé. Ils sont parfaits pour tout ce qui fonctionne sur batterie. On compte fabriquer une enceinte Bluetooth de 100 watts avec un ampli de classe D. Alors, je vais expliquer pourquoi il ne faut surtout pas faire un ampli de classe D de cette manière. Je vais reprendre le schéma pour expliquer en vitesse, c'est assez facile à comprendre. Ouais, le schéma. Bon, on suppose ici qu'on génère une rampe en dents de scie, qu'on a tout ce qu'il faut ici. Alors, il y a un gros souci dans les amplis de classe D. La difficulté de l'ampli de classe D, c'est pas l'entrée, c'est pas ça. La difficulté, ce sont les timings. C'est-à-dire que les temps de commutation, c'est-à-dire les endroits où les transistors du pont commutent, sont absolument critiques. Alors, pourquoi c'est critique ? Il ne faut jamais qu'il y ait de transistors qui conduisent en même temps sur une même branche. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Simplement, on met l'alimentation en court-circuit. Et comme c'est du tout rien et que ce sont des transistors qui commutent très rapidement, il peut y avoir des moments très courts
Si le pont ne commute pas correctement, un temps très court pendant lequel les deux transistors mettent l'alimentation en court-circuit. Et on peut avoir des appels de courant. Alors ça peut ne pas être visible sur le coup, mais on peut avoir l'alimentation qui chauffe, on ne sait pas pourquoi, et on peut avoir des fois des effets catastrophiques parce que les transistors vont chauffer considérablement. Parce qu'il va y avoir là des courants qui peuvent être considérables sans qu'on le voit, parce que ce sont des courants très haute fréquence. Alors, les circuits dédiés à l'attaque des étages de puissance classe D sont des circuits qui sont extrêmement complexes au niveau de la gestion des timings. Ce sont des timings qui sont réglés dans les ordres de grandeur de la nanoseconde. Le problème, c'est qu'on pourrait dire, on met simplement un délai entre les deux transistors qui ne sont jamais attaqués en même temps. Chacun est attaqué avec son propre truc. Pourquoi ils vont pas se faire en même temps? C'est parce que c'est une paire complémentaire. Ils ne sont absolument pas pareils. De toute façon, même s'ils n'étaient pas complémentaires, ils ne seraient pas pareils. Il y a des tensions de seuil avec des tolérances, etc. Donc, en fait, on pourrait dire, on met un délai entre l'un et l'autre, comme ça on est sûr. Mais le problème, c'est qu'un petit délai rajoute énormément de distorsion, parce qu'on se retrouve non plus à faire du tout ou rien, mais du tout ou rien avec un zéro au milieu. C'est-à-dire que les deux transistors ne conduisent pas. Et là, on a la distorsion qui monte en flèche, même pour des temps d'arrêt de quelques dizaines de nanosecondes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer correctement. Et jamais je n'oserais faire un truc 1 kW. Alors pour faire 1 kW, c'est simple, on passe pas à 15 volts, on met 50 volts. Même pour 1 kW, il faudrait peut-être mettre 100 volts. Et boum, on attaque en mettant des MOSFET de course en parallèle. Et alors là, moi je me sauverai en courant. Jamais, jamais, jamais je n'oserais faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Donc je déconseille fortement quiconque de vouloir essayer de faire un truc un peu puissant comme ça. C'est la loterie. Soit les transistors vont pas se chevaucher, ça passera, il y aura peut-être un peu de distorsion. Soit une branche va se chevaucher et il y aura un court-circuit, la ligne va faire des trucs bizarres et dans le pire des cas, ça va sauter. Donc attention, 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 c'est très difficile. Si vous voulez faire un ampli classe D, utilisez des puces toutes faites. Texas Instruments en a plein, enfin les trucs, elles sont simples à utiliser, elles réunissent tout ce merdier, tout ce qu'il faut, et il y a juste à mettre les MOSFET de sortie. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fiable, et là, on n'a pas de questions à se poser. Ça, je déconseille très fortement ce genre de truc. C'est très très dangereux, surtout que les courants peuvent être très importants. Les MOSFET ont des résistances en saturation qui peuvent être de l'ordre de quelques dizaines de milliohms. Donc voilà, attention les yeux. Bon, là, ils ont fini l'épisode. Alors, il y avait un autre truc que j'ai oublié, là, j'y repense. C'est justement sur ça, sur les AOP. On va voir dans les commentaires, mais j'y reviendrai quand on va regarder les commentaires de la vidéo, parce qu'il y a aussi quelques trucs vraiment bizarres qui sont dits. La vidéo, elle est pratiquement sur le bout, parce qu'après, ils parlent d'un autre ampli qu'ils ont fait avec une autre architecture. Bon, ça, c'est une autre structure. C'est un ampli qu'on a fait il y a 4 ans, et qui est fait uniquement avec des matériaux de récupération. Ça, c'est quelque chose que, par contre, je ne peux que leur donner raison sur ça. Utiliser des matériaux de récupération, c'est se donner des contraintes supplémentaires de défis, de conception, et c'est très bien pour apprendre des choses. Donc ça, c'est pas mal, surtout qu'on peut récupérer énormément de choses sur des carcasses, sur des trucs comme ça, et faire des choses plutôt malines, parce qu'on est souvent obligé de contourner des choses parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas le composant exact sous la main. Ça, c'est une approche qui est intéressante. Même si jusqu'ici il y avait pas mal de composants de récup, dans cet ampli-là il n'y a pas une seule résistance, un seul transistor ni le moindre bout de fil que l'on a acheté. Les radiateurs et les transistors proviennent de vieilles télés, les petits composants proviennent de vieux magnétoscopes, bref du 100% récup. Alors la visserie, récupérer ça aussi plutôt que de foutre des vis à bois. Oh là 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 là. La particularité de cet ampli, c'est qu'il n'utilise que les transistors NPN, plus facile à trouver que les PNP, mais il est quand même de classe B. Il fonctionne sur la base de 2 amplis de classe A, un premier qui amplifie les alternances positives, et un autre, en miroir, qui s'occupe des alternances négatives. Alors là, non, ce sont 2 amplis de classe A, c'est un ampli de classe A en push-pull. C'est tout, c'est pas un ampli de classe B, pas du tout. Les transistors conduisent des deux côtés de la même manière, c'est un ampli de classe A en push-pull.
Voilà. Donc là, non, 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 non. Bon, après, bon, ils ont été obligés de faire deux alimes séparés parce qu'ils sont obligés de faire quelque chose de pseudo-flottant. Ils ont fait une alime à découpage, etc. Bon, c'est intéressant à ce niveau-là. Mais non, ce n'est pas un ampli de classe B. C'est pas vrai. C'est un pur ampli de classe A en push-pull. Chacun des amplis contient un montage Darlington, une configuration qui multiplie le gain d'un couple de transistors. C'est pratique de n'utiliser qu'un seul type de transistor, mais ça pose quand même un problème. Chaque partie doit être alimentée en 12 volts et doit rester totalement indépendante de l'autre. On ne peut même pas les alimenter en série, sous peine de créer un court-circuit général. Vu que c'est pas pratique d'utiliser deux batteries pour le faire fonctionner, on a créé un système qui fabrique deux 12 volts indépendants à partir d'un seul. Ce système fonctionne avec un oscillateur qui crée un signal rectangulaire envoyé à des transistors MOSFET. Les transistors transmettent ce signal à un transformateur en ferrite qui a deux sorties indépendantes. Chaque sortie a alors son propre système de redressement pour retrouver un courant continu 12 volts. De la Un même courant continu de 12 volts. Non, tension continue 12 volts. Tension, courant, tension, puissance, attention. façon, certains amplis de commerce fonctionnent à partir d'alimentations particulières appelées symétriques, voire même avec plusieurs alimentations, comme la classe G qui est une amélioration de la classe B. Une alimentation. Ah, non, mais les alimentations. Alors la classe G, c'est une classe B avec une classe C au-dessus. C'est-à-dire une classe qui commence à conduire à partir d'un certain seuil. Hein, c'est un mix de deux amplis différents. Il existe une version classe A, classe B. Il existe des versions diverses et variées. Oui, la classe G qui est décrite chez Douglas Self aussi. Mais le but de ces trucs-là, c'est vraiment d'avoir des efficacités de plus en plus grandes. C'est pas une question de qualité, mais c'est une question de rendement. Donc bon, après c'est la fin, voilà, c'est la fin de la vidéo où il crame des haut-parleurs, bon pourquoi pas. Voilà, donc là je suis arrivé à peu près au bout. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'approximations. Bon, ça des fois c'est parce qu'il faut simplifier quand même, mais il y a quand même des grosses erreurs de compréhension sur certains aspects. Alors là on peut continuer. Moi je vais finir là-dessus. On peut aussi revoir ce genre de trucs dans les commentaires, parce qu'ils prennent l'effort quand même de répondre, mais les commentaires, il y en a 700, on va pas les balayer. Je vais prendre les premiers là dans l'ordre, les derniers qui sont passés. Je prends par exemple, je sais pas moi, où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, l'ampli classe B qu'on présente est de classe AB. En fait, B tout court, c'est la version qui grésille. La classe B, c'est une version sans les diodes et fait pour les signaux numériques. C'est pas vrai. La classe B, c'est la version avec les diodes. La classe AB aurait plus de diodes, on va dire. En général, on n'utilise pas à ce niveau-là des diodes, mais ce qu'on appelle des multiplicateurs de VBE, qui en fait polarisent un peu plus l'étage de sortie, qui fait que le courant qui circule au repos est plus important. Et donc, les deux transistors de l'étage de sortie peuvent, pour les petits signaux, conduire tous les deux comme une classe A. Et à partir d'un certain seuil, il y en a un qui va s'éteindre et l'autre va travailler en classe B. Ça, c'est la classe AB. La classe B conduit toujours sur une branche ou sur l'autre. La version sans diode, c'est une classe C qui ne conduit que sur une fraction du signal. Et il peut y avoir des situations où les deux transistors sont à l'arrêt. Ça, c'est une classe C. Ok. Donc là, je répète. Relier l'amplificateur directement au BAF, bon, il n'y aura pas vraiment 0,1 watt max, ce ne sera pas terrible, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, une petite enceinte de 70 watts. Ben, je regarde surtout les réponses que eux ont données. Hein, c'est intéressant. On n'a pas, mais voilà, pour un comparateur. Alors, le comparateur seul a une résistance interne de sortie énorme. Bon, ça, encore une fois, ils sont encore avec leur résistance de sortie. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà. Donc, c'est des comparateurs et on regarde. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est voilà, l'étage de sortie du comparateur, c'est juste un transistor avec le collecteur ouvert. Donc, en fait, ce transistor-là, alors, met la sortie directement à la masse quand il est à 0, ou alors il est ouvert et la sortie est un potentiel qui est mis par l'extérieur. Alors, on le voit ici sur leur schéma. Là. On le voit ici. En fait, il y a une résistance ici qui met le potentiel lorsque le comparateur est au niveau haut. Le transistor ne conduit pas. Donc, en fait, le potentiel est fixé par cette résistance. La résistance, l'impédance de sortie de ça, c'est simplement la résistance elle-même parce que ça, c'est un truc ouvert. Donc, c'est cette résistance-là qui est l'impédance de sortie. 22 qui est de 22 ou 2K2. Je crois que c'est 2K2. Bon, c'est une chose. Mais quand lui, il est à 0, et le transistor, il va vers la masse et c'est quasiment un court-circuit. Donc, l'impédance de sortie est très faible. Dans le comparateur, il n'a pas vraiment une impédance de sortie. Et il y en a deux.
une quand il est haut, une quand il est bas, une qui est due à une influence extérieure, l'autre due au transistor interne. Donc il n'y a pas vraiment à ce niveau-là d'impédance de sortie dite énorme. Non, c'est absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, par exemple, alors il y en a un, pour le gain, il ne vaut mieux pas parler de coefficient d'amplification, car si ton gain d'amplification n'est pas de 10, il est de 20 décibels. 10 c'est le coefficient d'amplification. Hein. Alors soit on parle en gain pas linéaire, mais en gain rapport entrée sur sortie, ou en logarithmique, qui est 10 fois log du gain. Dans le cas, on parle du gain linéaire. Un gain linéaire, c'est 10 fois plus de puissance. Non, c'est pas 10 fois plus de puissance, c'est 100 fois plus de puissance. 10, c'est la tension de sortie qui va être multipliée par 10. Mais en puissance, c'est U carré sur R, on aura 100 fois la puissance. C'est plein de trucs comme ça, en fait. Alors ici, un haut-parleur fictif de 1 watt et 0,1 ohm, on détruit tous les amplis du monde parce qu'on a presque un court-circuit. Non, on peut mettre 0,1 ohm en sortie d'un ampli. Tant qu'il ne dépasse pas le courant qu'il peut fournir, il n'y aura pas de problème. Simplement, on ne pourra pas mettre beaucoup de puissance et beaucoup de tension en entrée parce qu'on va vite atteindre sa limite en courant. Mais il n'y a pas de problème de mettre tant qu'il ne débite pas plus que le courant qu'il est capable de faire, il s'en fout de l'impédance. Et il existe des amplis qui peuvent attaquer des résistances aussi faibles. Ce sont des amplis qui servent à attaquer par exemple des tweeters à ruban. Le ruban, c'est un ruban métallique qui fait quelques fractions d'ohm. Et il y a quand même des amplis qui sont capables de les attaquer. Alors certains utilisent un transformateur de sortie qui fait une adaptation d'impédance, mais d'autres sont tout à fait capables d'attaquer ça. Il n'y a pas de problème. C'est une question de conception. Mais si on met 0,1 ohm et qu'on branche l'ampli sans signal, le machin il ne va pas exploser, il ne va rien faire. C'est une question de courant qu'il est capable de faire. Un dernier truc que j'ai vu, où est-ce que j'ai vu ça Darlington, leur gain, 150, je crois que... alors, un seul AOP peut avoir un gain élevé que voulu, mais ils sont limités en puissance de sortie. Oui, 100 mW, de quoi alimenter des oreillettes et encore. Ça, j'en avais parlé dans un autre épisode. Au premier, en mettre en parallèle, il faut des milliers, le rendement serait mauvais. Non. 32 amplificateurs les 5532 permettent d'avoir un excellent amplificateur d'une vingtaine de watts. Du coup, la Self l'a fait, il l'a publié, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Bon, il en faut beaucoup, oui, mais en fait, avec, je crois qu'il me donnait 32 ampli-op par branche, enfin 32 boîtiers par branche, ce qui fait 64, et il attaque un haut-parleur. Il n'en faut pas des milliers, il en faut moins. Après, je ne sais plus ce que j'ai vu d'autre. Ouais, je crois qu'il y en a d'autres. Après, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont soit approximatives, soit carrément fausses, quoi. Là, j'avoue, pour une chaîne qui est aussi diffusée, en plus, ils ont même fait des émissions sur la 5. J'ai eu du mal à les regarder. Eux-mêmes, je pense qu'ils ne sont pas super satisfaits parce que c'est vraiment fabriqué de toutes pièces. On a l'impression de voir les émissions de machin, là, celui qui, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait pour Farnell, le canal Farnell, Ben Eck, le Ben Eck Show. C'est pareil, ils font des espèces de sketchs, mais c'est assez... enfin bon. Mais bon, c'est des émissions trop courtes et tout, mais bon, ils ont fait leur truc. En tout cas, bon, ça c'est une chance pour eux d'avoir pu faire ça pendant leur stage. Ils expliquent dans un épisode leur truc. Ça, c'est quelque chose que peu de gens ont la chance d'avoir. Quelque part, c'est intéressant pour eux. Mais néanmoins... sur cet épisode-là, pour des gens qui sont en école d'ingénieur, en deuxième ou en troisième année, là, il y a des concepts qui ne sont pas compris manifestement et qui sont vraiment à côté de la plaque. Moi, le pire là-dedans, ce que j'ai vu, c'est les confusions courant, tension, puissance, qui est quand même incroyable. Et cette notion d'impédance de sortie, on ne sait pas d'où ça sort. J'avoue, je ne sais pas d'où vient ce truc. Et puis, des schémas qui sont, on va dire, qui sont des espèces de cas d'école et qui correspondent à aucune réalité. La classe A monotransistor, la classe B à deux transistors, la classe D simplifiée. Dans tous les cas, il y a rien qui est lié à une réalité expérimentale réelle. Personne ne fait de classe A monotransistor, à part Nelson Pass et quelques puristes. Mais la classe A, on fait sans push-pull, évidemment.
c'est bien plus intéressant parce qu'on supprime les harmoniques 2 dues à la dissymétrie des signaux. Ouais, surtout dans les bipolaires. À la limite, sur des MOSFET, ce serait moins fort, on pourrait attaquer avec une meilleure tension plutôt avec des FET de puissance. On pourrait attaquer avec des tensions plus élevées parce que les tensions VGS sont plus importantes et sont pas exponentielles mais sont en puissance. Donc c'est moins brutal. Mais la classe D telle qu'il la décrive, c'est le schéma, le synoptique d'école. Mais en pratique, faut surtout pas péter de la puissance avec une topologie de ce genre parce que c'est extrêmement dangereux au niveau des timings des transistors. Bon voilà, j'ai déjà 1 heure là passée. Bon, allez, ça suffira. Je pense qu'on a compris. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des trucs qui m'ont vraiment surpris. Voilà, donc j'espère ça refera ça remettra un petit peu les choses en place. Mais bon, ils ont un beau canal et tout ça, mais faites gaffe les gars, parce que je vous surveille et je vais pas vous louper la prochaine fois. Hein. Enfin, bon, je suis pas grand méchant loup, mais bon, allez. Attention, vérifiez bien ce que vous faites et à la limite, demandez autour de vous, ou même à vos profs, ou me demandez à moi, même certains trucs si vous voulez. Mais faites gaffe avant de foncer droit comme ça sur des trucs, parce que dedans, on peut dire vraiment des erreurs assez considérables, surtout sur des trucs qui sont vus par pas mal de gens. Donc voilà. Je crois que j'en ai fait le tour. Démerdez-vous avec ça et puis à la prochaine sur la suite des épisodes.